Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à la RSE à l'épreuve de la CSRD, comprendre les enjeux de cette directive pour en faire une opportunité. Bonjour à tous, je me présente, je suis du coup Alizée Penon, associée, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Orcom. Pour animer ce webinaire, je ne suis pas seule, je suis avec Sylvain Page de Silbo puisque nous avons une expertise complémentaire. Bonjour à tous. Effectivement, une expertise complémentaire avec un intérêt aujourd'hui, c'est d'essayer de vous raconter la CSRD et de vous donner des explications sur la directive avec cette double casquette côté Orcom, la casquette audit et finance, et de mon côté la casquette accompagnement des transitions, RSE, et accompagnement des transformations qui peuvent être liées à cette directive. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une présentation. Il y aura un moment, un temps d'échange. Vous pouvez nous poser des questions puisque vous avez accès à un chat. Et tout d'abord, nous allons commencer par un petit quiz pour connaître un petit peu votre niveau de connaissance sur la CSRD. Donc, le quiz, pour pouvoir y répondre, vous pouvez y répondre directement via votre écran. Le premier quiz que je vais lancer, c'est du coup la question sur la CSRD. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est hyper familier pour vous. Vous êtes déjà à l'œuvre sur le sujet. C'est beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses selon vous. Est-ce que ça vous concerne vraiment? Est-ce que c'est une nouvelle épreuve au JO? Donc là, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. À première vue, pour vous, c'est beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Donc, Sylvain, je crois qu'on a un défi de pouvoir y répondre à toutes leurs questions. Oui, on va essayer en tout cas, puisque le sujet est tellement vaste que c'est pas forcément évident. Je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui pensent que c'est une nouvelle épreuve des JO, donc on pourra en parler à la fin, pour ceux qui s'intéressent au breakdance ou à d'autres nouvelles épreuves. Et ben, du coup, je vous propose déjà tout d'abord par un petit mot introductif sur la RSE. Qu'est-ce que la RSE? C'est la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, se lancer dans la RSE, ça va permettre à votre entreprise de progresser, de vous développer, aussi de vous engager auprès de vos équipes, mais également de tous les acteurs locaux. Et ça va permettre également de vous financer. Aujourd'hui, lorsque vous avez déjà commencé votre démarche RSE, ça va permettre de vous aider aussi à répondre à la nouvelle directive qui est la CSRD. Qu'est-ce que la CSRD? La CSRD, c'est une nouvelle directive européenne qui va obliger les entreprises à publier des données extra-financières sur leur entreprise. Il s'agit, donc elle a été, cette CSRD c'est une norme européenne qui a été transposée en droit français récemment, en décembre 2023. Et là, au début de l'année 2024, on a eu les derniers textes qui a notamment venu nous détailler plus de façon, de nous donner plus qui nous a vraiment donné les dernières directives concernant notamment qui est concerné. Cette CSRD aujourd'hui va remplacer la NFRD que vous connaissez peut-être, qui est déjà un rapport de durabilité. Mais quelle est la différence entre la NLFRD et cette CSRD? C'est tout d'abord que le champ d'application est beaucoup plus élargi. La NFRD, ça concernait environ, d'après les études, 11 500 entreprises, alors que cette CSRD, au vu des seuils qui vont progresser de 2024 jusqu'à 2028, ça va être 5 fois plus d'entreprises qui vont être concernées. C'est à peu près 50 000 d'entre vous. Cette norme dit également va permettre de localiser, de donner un endroit où tout le monde va pouvoir retrouver ce reporting extra-financier. En effet, toute entreprise va devoir publier dans une section dédiée dans le rapport de gestion ce reporting extra-financier de manière digitale. Qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Ça va être des
données qui sont extra-financières et qui vont du coup être standardisées via des obligations, des normes européennes qui sont les ESRS qu'on va vous développer un peu plus tard. Et ce qu'on va attendre également, c'est une analyse de la double matérialité, un grand mot, mais qu'on va essayer d'expliquer de façon assez simple. Aujourd'hui, vous en tant qu'entreprise, vous faites un rapport financier avec des normes comptables. Comme ça, aujourd'hui, tout le monde peut lire facilement, comparer les données financières d'une entreprise à une autre, puisque tout le monde présente de la même manière le bilan et le compte de résultat. Là, l'idée, c'est de faire la même chose avec un rapport extra-financier, avec des mêmes normes, ce ne sont pas des normes comptables, mais des normes ESRS, pour qu'on puisse vraiment comparer les données extra-financières d'une entreprise à une autre. C'est vraiment l'objectif principal de cette directive, c'est vraiment la comparabilité. Et grâce à des normes, ça va permettre vraiment de venir harmoniser l'application d'une entreprise à une autre et qu'on puisse vraiment pour qu'une tierce personne puisse facilement aller chercher la donnée ESG, qui est donc entre environnementale, sociétale et de gouvernance, grâce à des rapports qui sont structurés de la même manière, parce que vous allez voir que les normes, derrière chaque norme, ça vous donne un peu le squelette de comment va être présenté votre rapport. Ces données-là, en plus d'être comparables, elles vont être d'une certaine qualité, une certaine sécurité, puisqu'elles vont être auditées, vérifiées obligatoirement, soit par un commissaire aux comptes, soit par une organisation tiers indépendante. Aujourd'hui, ça va être de la même manière qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un commissaire aux comptes qui vient vérifier vos données financières. Ça peut être ce même commissaire aux comptes s'il a le certificat de visa de durabilité. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà questionner votre commissaire aux comptes actuel pour savoir est-ce que au-delà des données financières, il pourra également venir certifier vos données extra-financières. Ça va être de la même manière que pour les données financières, de manière extra-financière, il va regarder comment votre entreprise procède pour sortir les données extra-financières. Est-ce que le process est viable et est-ce qu'elle reflète bien la réalité des choses. Donc, la CSRD, c'est quelque chose qui est un rapport qui est, si on doit retenir, qui est normé, standardisé. L'objectif, c'est de pouvoir comparer d'une entreprise à une autre et ça va être regardé, certifié par un commissaire aux comptes. Mais de la même manière, c'est le même process, entre guillemets, que lorsque vous faites vos rapports aujourd'hui financiers. Mais concrètement, vous voulez peut-être savoir qu'est-ce que ces normes ESRS et qu'est-ce que la double de matérialité. Donc là, je vais proposer à Sylvain de vous éclairer sur ce sujet. Alors effectivement, déjà pour débuter, un petit point du point de vue je dirais du glossaire et en tout cas des mots utilisés. On est dans le cadre de la CSRD donc sur une directive et des normes qui ont été publiées au préalable en anglais avec des traductions qui ont été faites au moment de la transposition dans les lois de chaque pays. Dans la langue de chaque pays. Ce qui nous amène et ce qui peut amener parfois à quelques difficultés qui sont complètement surmontables entre des utilisations de mots pour décrire la même chose qui peuvent être différentes en fonction de la manière dont ça a été traduit. Vous voyez par exemple sur cette slide, on parle à la fois de normes et de standards. On l'a fait à dessein pour vous montrer qu'effectivement les deux termes peuvent être employés. Je pense qu'on peut plutôt parler effectivement de normes que de standards, puisque c'est quelque chose qui vous oblige à partir du moment où vous allez être soumis à la CSRD. On va parler tout à l'heure d'impact également quand on parlera de double matérialité. En anglais, effectivement, on a le terme impact qui revient. On peut retrouver dans les traductions en français le terme incidence. Donc voilà, une fois qu'on a compris un peu le mécanisme et qu'on a fait cette réconciliation, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui peut naturellement nous perdre quand on va se pencher dans les ESRS. Pour vous donner un ordre d'idée, les ESRS, publiés en anglais ou en français, on est sur un document de 284 pages. Donc effectivement, c'est bien un moment juste de faire ces réconciliations pour être sûr de pouvoir avancer. Les ESRS, donc, qui sont donc ces standards ou normes européennes, elles vont être de deux natures
au démarrage et 3 à terme, avec tout d'abord des normes transversales, donc au nombre de 2, qu'on nomme ESRS 1 et ESRS 2. ESRS 1, c'est très simple, ce sont les principes généraux qui vont décrire ce que vous devez faire pour pouvoir être conforme à la CSRD, c'est-à-dire la manière dont vous allez publier effectivement et divulguer les informations. La deuxième norme, ESRS 2, qui est, à mon sens, une des plus importantes, c'est celle liée aux informations générales. Si vous devez rentrer dans le sujet de la CSRD, la première chose à faire, c'est de lire ce qui se passe dans et ce qu'il y a décrit dans les ESRS 2, puisque la norme ESRS 2 est celle pour laquelle vous devez, à partir du moment où vous êtes soumis, obligatoirement publier des informations, ce qui n'est pas le cas, et on va y revenir, pour certaines normes thématiques. Pour faire simple, la ESRS 2 va vous demander de publier des informations sur votre business model, sur votre stratégie d'entreprise, sur votre gouvernance de manière générale et en matière de durabilité, sur votre chaîne de valeur, et sur tous les impacts, risques et opportunités, on va y revenir sur la double matérialité, liées à vos politiques de durabilité. Donc c'est vraiment essentiel de rentrer par là. Une fois qu'on a compris le ESRS 2, ça permet de dérouler beaucoup plus facilement les différentes thématiques, les différentes normes thématiques qu'on retrouve sur l'environnement, le social et la gouvernance. Ici, pour ceux qui connaissent les reporting ESG, on est de manière assez simple sur ce qu'on avait l'habitude de retrouver sur l'environnement, le social et la gouvernance, même si les thèmes couverts aujourd'hui avec les ESRS sont un petit peu plus larges que ce qu'on pouvait retrouver au préalable, un petit peu plus détaillés en tout cas. Et vous voyez qu'on a, en plus donc de ces 2 normes transversales, 8 normes réparties sur l'environnement, le social et la gouvernance, pour lesquelles vous allez devoir publier des informations. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a parmi ces normes thématiques une norme qui va être, on va dire, je qualifierais d'un peu plus importante que les autres. C'est la norme qu'on nomme ESRS E1. Alors en termes de classification et de compréhension, c'est assez simple. On a ESRS 1, ESRS 2 pour les normes transversales, et ensuite on a ESRS E1, E2, E3, E4, E5 pour l'environnement, ESRS S1, S2, S3, S4 pour le social, et donc ESRS G pour la gouvernance. La norme qui est importante, c'est la norme sur le changement climatique, puisque ça fait partie des normes des normes en tout cas thématiques pour lesquelles vous allez avoir, de la même manière que pour les informations générales, des publications, des divulgations obligatoires. Autant on va vous demander pour, par exemple, la pollution, les communautés affectées ou consommateurs et utilisateurs finaux, de déterminer si ça vous concerne ou pas et si vous avez des choses à raconter, pour faire simple. Autant sur le changement climatique, il va falloir que vous divulguiez des informations de manière assez simple, puisque le sujet de la décarbonation est un sujet évidemment extrêmement important, et aussi parce qu'il va être compliqué pour une entreprise d'expliquer que finalement elle n'a pas d'impact sur le changement climatique. C'est pour ça que la directive et les normes vous obligent à divulguer sur cette partie-là. Pour terminer là-dessus, vous avez des standards effectivement sectoriels, c'est-à-dire qu'en plus de tout ce que vous aurez publié là-dessus, il va falloir, on reste sur la slide, des standards par secteur, mais on ne sait pas à ce stade encore très bien quand ils vont être publiés, et des standards pour les PME où la date, alors on a annoncé 2026, ça risque d'être un petit peu plus repoussé, qui vont être aussi publiés. Tu passes sur la CSRD. Je passe très vite là-dessus. Je vous ai parlé de la gouvernance et de la stratégie qu'il faudra publier dans les informations générales. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque norme thématique, on va vous demander, à partir du moment où vous aurez déterminé que votre entreprise a des impacts sur son environnement et des risques et opportunités financières, il va falloir que vous puissiez détailler les politiques que vous mettiez en œuvre pour répondre à ces impacts, risques et opportunités, les plans d'action associés, et que de manière très précise, vous déterminiez des objectifs, des trajectoires et des indicateurs. C'est ce qui change avec ce qu'on avait pu connaître, notamment avec la DPEF, c'est qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans la description
de ce que vous allez devoir raconter. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle 82, donc Divulgation Requirements, donc qui sont vos exigences de divulgation, et plus de 1200, alors il y en a 1196 pour être précis, mais qui pourront peut-être s'ajouter au fur et à mesure de l'arrivée des normes sectorielles et PME. 1200 points de données, effectivement, sur lesquels potentiellement il faudra amener de l'information. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit oulala, ça fait très très peur. Je pense qu'il faut aussi un petit peu se calmer par rapport à la peur que peut engendrer la CSRD. On a effectivement 1200 points de données, sachant qu'en réalité, il n'y en a déjà que 385 qui sont obligatoires sur les informations générales et en partie sur le changement climatique. Et le reste va dépendre de la matérialité des enjeux que vous avez que votre entreprise a. Est-ce que effectivement vous êtes concerné par ces points de données parce que vous avez un impact sur le sujet. Donc au final, vous ne serez pas soumis à 1200 points de données à remonter. Ça, c'est important. Autre chose, une partie de ces points de données, les informations que vous avez données ne sont pas forcément des informations chiffrées. C'est ce qu'on appelle du narratif ou du semi-narratif. Donc, charge à nous d'expliquer que ce que vous mettez en place pour répondre effectivement aux normes. Point très important. Les exigences, par contre, qu'on va vous donner, Alizé vous en a parlé, vous avez un effort à faire sur la qualité des informations à fournir. Hein. On va être beaucoup plus exigeant sur les infos que vous allez donner. On va vous demander de vous positionner non pas uniquement sur votre petite activité, votre cœur d'activité, mais sur l'ensemble des impacts que vous pouvez avoir sur votre chaîne de valeur. C'est-à-dire que effectivement, en amont ou en aval, il y a des choses qui peuvent vous impacter ou vous allez pouvoir impacter des sous-traitants, des fournisseurs vont pouvoir vous impacter, etc. Il va falloir se poser la question où se situent effectivement ces impacts et pas uniquement sur le cœur de votre activité. Ça change quand même un petit peu la donne, on va y revenir. En revanche, j'insiste là-dessus encore une fois pour un petit peu faire descendre la pression par rapport au sujet CSRD qui est un petit peu importante en ce moment. La CSRD vous oblige à reporter des informations, mais pas à atteindre des objectifs. C'est vraiment une exigence de reporting, pas une exigence d'être hyper bon sur le changement climatique, hyper bon sur la biodiversité, même si on doit vous amener là-dessus, mais on est sur une exigence de reporting. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que ça permet aussi de refaire un petit peu descendre la pression par rapport au sujet. Je voudrais passer maintenant sur la partie double matérialité. On l'a mis au cœur du sujet. La double matérialité, c'est vraiment l'angle d'attaque qui révolutionne un peu la manière de penser son reporting de durabilité. Concrètement, c'est quoi la double matérialité? C'est le fait de considérer qu'un enjeu, un sujet est matériel pour mon entreprise. Donc, s'il est matériel, c'est qu'il est tangible, ça veut dire qu'il est réel, à l'aune de deux choses. La matérialité d'impact et la matérialité financière. La matérialité d'impact, c'est quoi? C'est l'incidence ou l'impact matériel réel ou potentiel, c'est important. Il est réel ou potentiel. Positif ou négatif, c'est aussi important. On peut avoir un impact positif ou négatif et il faut être en capacité de lister les deux. De l'entreprise sur les personnes ou son environnement à court, moyen ou long terme. Okay. La matérialité financière, c'est les conséquences financières, donc les risques et opportunités d'un enjeu de développement durable sur mon entreprise. Pour faire simple, l'impact, c'est dans le cœur de mon activité et au regard de toute ma chaîne de valeur, est-ce que j'ai un impact sur mon environnement de manière la plus large possible? Et ma matérialité financière, c'est est-ce que tous les risques liés aujourd'hui aux enjeux de durabilité peuvent impacter financièrement ma structure? C'est ce qu'on va vous demander de faire au démarrage, et c'est le premier travail à faire quand on travaille sur la CSRD, c'est d'être en capacité d'évaluer sur les enjeux de durabilité si à un moment cet enjeu il est matériel pour moi parce que ça provoque un impact sur mon environnement ou ça me met en difficulté à un moment sur une partie financière où ça m'ouvre des opportunités, mais vous vous doutez bien que la notion de risque est très importante. Ça va permettre de déterminer ce qu'on appelle les IRO, que je vous ai mis en bas de cette slide. IRO, impact, risque, opportunité ou incidence, risque et opportunité, qui est le travail qui va déterminer tout le périmètre de vos reporting de durabilité. Pour faire simple, vous n'êtes en obligation de publier des informations que sur les enjeux pour lesquels vous avez un impact, un risque ou une opportunité. Si l'enjeu n'est pas matériel, vous n'avez pas à publier d'informations. Okay. La petite astuce quand même à avoir en compte, c'est que un enjeu est matériel non pas parce qu'il
il répond à la fois à une matérialité d'impact ou une matérialité financière. C'est l'un ou l'autre. Si un enjeu répond à une matérialité d'impact, il faut le publier. Qu'une matérialité financière, il faut publier. Si c'est les deux, évidemment, également. On voit encore, là, dans certains reporting, des matérialités uniquement sur le croisement. Ça, c'est évidemment pas génial. Je te laisse avancer, Elisabeth. Donc maintenant qu'on connaît qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport de durabilité, maintenant on peut s'intéresser qui est concerné. Je vous propose du coup un nouveau petit quiz pour savoir qui va être concerné sur les données 2025 à reporter en 2026. Réponse 1, toutes les entreprises européennes de plus de 250 salariés. Réponse 2, toutes les entreprises à l'exception des micro-entreprises. Réponse 3, les entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions total bilan. Réponse 4, les entreprises qui dépassent 2 des 3 critères suivants, plus de 250 salariés, plus de 40 millions de chiffre d'affaires, plus de 20 millions de total bilan. À vos pronostics. Attention, il y a un débat entre les deux dernières réponses. C'est assez logique. Alors, selon la majorité d'entre vous, la bonne réponse, c'était la réponse numéro 3. On va voir tout de suite. Effectivement, c'était la bonne réponse puisque toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, attention à ne pas confondre avec la DPEF qui faisait une exclusion de la SAS et de la SARL. Là, on ne parle pas de forme juridique, on regarde uniquement les seuils, à savoir 2 des 3 seuils, soit un total bilan de 25 millions d'euros, un total de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou plus de 250 salariés. Donc, si votre entreprise dépasse les 2 des 3 critères suivants, vous êtes concerné par la CSRD. Si par contre vous avez plusieurs sociétés, vous êtes un groupe de sociétés, il faudra apprécier ce seuil au niveau de la consolidation, à savoir un total bilan de plus de 30 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et plus de 250 salariés. Donc ça, c'est pour demain, lorsque vous allez devoir publier sur les données 2025. Mais on va voir un peu plus tard, est-ce qu'il faut commencer dès maintenant ou pas à vous préparer. Par contre, celles qui doivent publier aujourd'hui, c'est les grandes entreprises européennes, c'est des grandes entreprises qui sont cotées sur le marché européen et qui sont dans le secteur également bancaire et d'assurance. Ça, c'est aujourd'hui et il faut qu'elles publient en 2025. Si on regarde un peu plus loin, on a des reportings qui vont se faire sur les données 2026 en 2027. Ça va être toutes les PME cotées sur un marché européen, marché réglementé européen. Ensuite, jusqu'en 2000, il y a encore un élargissement sur un reporting 2029 sur les données 2028. Là, ce sera les entreprises ou groupes qui seront issus de pays hors de l'Union européenne, mais qui ont des sociétés ou des filiales en Europe, qui ont un marché européen. Donc là, elles doivent satisfaire 2 critères, à savoir un chiffre d'affaires européen qui est supérieur à 150 millions d'euros, avoir une filiale dans le périmètre de la CSRD ou une succursale. Mais là, cette filiale ou cette succursale doit faire un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros et elle doit être basée en Union européenne. Donc, vous voyez, c'est vraiment un élargissement quand même de la CSRD. Ça touche beaucoup plus de monde que hier avec les rapports de durabilité qui étaient la NFRD et la DPEF. Peut-être deux points complémentaires qui sont importants, c'est des choses qu'on voit. On a tendance à se focaliser sur le nombre de salariés. Pourtant, on peut être éligible parce qu'on répond aux critères de chiffre d'affaires et de bilan. Et on a moins de 250 salariés. Donc, il faut être vigilant là-dessus parce que certaines entreprises pourraient avoir des surprises par rapport à cela. Autre point, il faut effectivement qu'on réponde en tant qu'entreprise à ces critères sur 2 exercices consécutifs pour être éligible. Ça, c'est aussi un point important parce que ça peut vous permettre à un moment éventuellement de reculer la mise en place du reporting, en tout cas avoir plus de temps pour vous y préparer. Je voudrais, par rapport à ça, remettre quand même, pareil dans cette optique de redescendre un peu la pression par rapport au sujet,
le législateur a quand même prévu, en tout cas la Commission européenne a prévu des décalages, notamment pour les entreprises de moins de 750 salariés, dans les obligations de reporting, puisque on a conscience que ça peut être un travail qui peut être lourd pour les entreprises. Donc certaines certaines obligations de publication vont être décalées avec un décalage qui pourra aller de 1 à 3 ans en fonction des tailles des entreprises. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qu'on pourra vous recommuniquer sur les tableaux qui sont fournis par l'EFRA, qui est l'organisme qui a produit les normes. Pour vous donner un exemple, on a un décalage, par exemple, d'1 an aujourd'hui pour la mise en application des chiffres des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3, donc sur tout ce qui est en amont, en aval de votre chaîne de valeur, pas sur le cœur de votre activité. C'est de la même manière sur la norme relative à la main-d'œuvre en propre, hein, donc tout ce qui est lié à ses collaborateurs. Donc, on a quand même des choses qui permettent de se mettre en jambe, je dirais, sur le sujet, sans forcément avoir aujourd'hui tout à publier. Et on vous repassera effectivement cette liste des informations qui sont décalées. Alors, une question importante, il doit y avoir des entreprises concernées qui assistent à ce webinaire. On se dit, je ne suis pas sous les seuils, je ne suis pas concerné, merci, bonsoir, je passe à autre chose. C'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a la prise en compte de la chaîne de valeur amont-aval dans le reporting. Donc, ce qui fait que même si moi, je ne suis pas concerné directement, mes clients potentiellement sont concernés et donc ils vont aller un peu regarder potentiellement, moi en tant qu'entreprise, quels sont mes impacts en termes de durabilité, quelle est ma stratégie de durabilité. Donc, il faut avoir quand même en tête ça et c'est pour ça que en tant que société, c'est important aujourd'hui quand même de se mettre en jambe sur le sujet de la CSRD et commencer à avoir une vision de ce qu'est le reporting financier au cas où un de mes clients, dans le cadre de sa chaîne de valeur, viendrait me demander quelques informations. Encore une fois, par rapport à ça, il faut raison garder. Pour les 3 premières années de la mise en place de la CSRD, les sociétés n'ont pas forcément l'obligation d'avoir toutes les informations nécessaires concernant leur chaîne de valeur. On va leur laisser 3 ans pour le faire. Alors, l'entreprise qui est soumise à la CSRD va devoir en revanche montrer quels sont les efforts mis en place pour aller chercher l'information et pourquoi elle n'arrive pas à l'avoir. Donc, quand bien même vous êtes dans la chaîne de valeur et que vous ne pouvez pas fournir, si l'entreprise qui est soumise à la CSRD explique que c'est en train de se mettre en place, ça passe, il n'y a pas de souci, vous ne perdez pas votre contrat avec le client. C'est un point qui est quand même extrêmement important. Autre point, une entreprise soumise à la CSRD ne va pas forcément directement aller s'intéresser à ses fournisseurs de rang 1 dans sa chaîne de valeur, mais va plutôt s'intéresser aux fournisseurs qui pourraient potentiellement présenter un risque ou en tout cas avoir un impact sur la chaîne de valeur. C'est ce que nous avons rédigé sur matérialité plutôt que proximité. Ce n'est pas parce que vous êtes le client principal d'un client soumis à la CSRD qu'on va vous demander des informations. Si finalement, dans le cadre de votre activité, vous n'avez pas d'enjeu de durabilité ou de matérialité extrêmement fort. En revanche, un fournisseur un petit peu plus loin dans la chaîne de valeur et qui typiquement va être un très gros émetteur de carbone ou qui, dans la chaîne de valeur, va présenter un risque parce que son activité est liée à des ressources naturelles, matérielles, peut-être qui sont en train d'aujourd'hui se raréfier. Là, vous allez potentiellement devoir amener de l'information sur ce sujet-là. Donc, il faut être vigilant, il faut s'y préparer, mais il y a quand même des garde-fous, hein, ce qu'on appelle du coup cette matériel plutôt que proximité, c'est quelque chose dont vous entendez parler, qu'on appelle le hotspot, le point chaud en fait. Est-ce que c'est un point chaud lié à la durabilité? C'est la première question à se poser si vous n'êtes pas soumis à la CSRD. Est-ce que mon activité peut être un point chaud et un enjeu matériel fort pour mes clients dans la chaîne de valeur? Et c'est ça qui, à mon sens, doit déterminer votre mise en action et la rapidité de votre mise en action sur le sujet de reporting extra-financier. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en gros, par ricochet, on peut tous être concernés par la CSRD.
Donc du coup, même si je suis pas soumis à la CSRD, je peux faire une démarche plutôt volontaire. Donc là, on va plutôt parler de RSE. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'aller faire un rapport qui est quand même moins standardisé que ce qu'on vient de vous présenter sur la CSRD, mais c'est commencer déjà par évaluer votre maturité en termes de RSE. Donc là, c'est plutôt vous référencer à la norme ISO 26000 qui vous donne quelques lignes directrices sur les 7 piliers de la RSE qui est dans cette norme, à savoir la gouvernance, le social, le sociétal, par exemple, le consommateur. Et là, c'est voir est-ce que vous êtes plus ou moins mature sur ces piliers-là et est-ce que vous voulez faire des actions prioritaires pour pouvoir vous améliorer sur certains aspects. Donc là, l'idée, c'est de faire après un plan d'action, parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre en œuvre dès la première année. Vous allez plutôt échelonner ça là sur le court, moyen et long terme et mettre en place des actions concrètes pour vous améliorer sur certains aspects. Qu'est-ce que ça peut être comme action concrète? Ça peut être déjà faire un scoring RSE. Aujourd'hui, moi, en tant que professionnel du chiffre, je peux déjà faire parler les données financières et sociales, vous donner déjà quelques indicateurs en matière de RSE grâce à ces premiers chiffres-là. Et puis, l'idée, c'est aussi de se comparer avec d'autres personnes, faire un peu de benchmark dans votre secteur, vous dire est-ce que je suis plus ou moins bien positionnée par rapport à mes autres concurrents qui pourraient travailler avec l'entreprise qui est en train de faire sa CSRD. On peut faire également un bilan carbone, voir quel est moi, la partie carbone, en sachant que dans le bilan carbone, il y a plusieurs scopes, et dans le scope 3, c'est vraiment toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc il faut savoir qu'on est tous dans le scope 3 des uns et des autres. On peut se faire aussi des diagnostics de mobilité, de biodiversité. On peut aller jusqu'à aller chercher un label ou se dire je veux être entreprise en mission pour avoir une raison d'être, inscrire cette démarche RSE dans l'entreprise, dans les statuts. Et puis, on peut dire que la démarche RSE, c'est pas uniquement la gouvernance qui va porter ça. Il faut que ce soit, on arrive à impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on peut faire des actions de sensibilisation, comme par exemple faire une fresque du climat pour avoir certains déclics auprès de vos collaborateurs et afin qu'ils rentrent aussi en action au quotidien afin que vos actions soient vraiment déployées par vos collaborateurs également. Il y a un point qui est important par rapport à ce que vient de dire Alizé. On a beaucoup parlé de scoring, de diagnostic, de bilan. Pour des entreprises effectivement non soumises aujourd'hui, c'est une des priorités si ça n'a pas été mis en place jusqu'ici. C'est-à-dire être en capacité de mesurer pour pouvoir derrière penser son plan d'action. C'est ce qu'on demande dans la CSRD1. Être en capacité d'avoir une partie de la donnée et d'expliquer comment on se met en action pour répondre aux enjeux de durabilité. Donc c'est vrai que nous, on incite fortement les entreprises non soumises aussi à commencer à se poser la question, est-ce qu'on a la donnée et comment aussi on structure la donnée pour pouvoir à un moment être en capacité de la ressortir et de faire de la comparabilité, ce qui est vocalisé tout à l'heure, et de pouvoir effectivement être le plus compliance possible par rapport à ce sujet-là. C'est pas si simple. Nous, on le voit chez nos clients. Aujourd'hui, rien que poser la question du suivi de ces consommations électriques, c'est pas si simple pour toutes les entreprises parce que souvent, on a des bonnes vieilles factures PDF, mais est-ce qu'on a un tableau de suivi sur notre consommation? Est-ce qu'on a un équivalent CO2? Alors, c'est de plus en plus simple aujourd'hui avec ce que nous donnent les fournisseurs d'électricité, mais en tout cas, est-ce que c'est ranger tout ça dans un outil qui nous permet d'avoir un suivi? C'est pas toujours le cas. Donc ça, je pense, c'est la première chose à faire et commencer à avoir ce réflexe. Ça peut être juste on peut commencer par un tableau Excel, sans rentrer dans une usine à gaz avec un outil plus complexe, mais en tout cas commencer à mesurer et à noter ces évolutions. Et ça servira si à un moment vous êtes soumis ou si en tout cas on vous demande des informations parce que vous êtes sur la chaîne de valeur de quelqu'un de soumis. En sachant qu'un rapport RSE, contrairement au rapport CSR2, c'est pas du tout normé. Vous pouvez le présenter de la forme, de la manière dont vous le souhaitez. Donc c'est beaucoup moins contraignant à faire en tout cas. Par contre, si du coup on revient sur le sujet de la CSRD,
demain, moi, je suis concernée, comment j'implique, comment j'y vais? Est-ce que je dois impliquer mes parties prenantes, Sylvain? Alors, le sujet des parties prenantes, il est important puisque, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, le dialogue avec les parties prenantes, l'implication des parties prenantes est au cœur de toute stratégie RSE. Évidemment, il est au cœur également du sujet de la CSRD. Ce que nous disent effectivement les ESRS, c'est que l'évaluation de la matérialité s'appuie sur le dialogue avec les parties prenantes affectées. Hein. On est encore dans cette notion de matérialité. Elles sont affectées parce qu'il y a des enjeux matériels de durabilité pour elles. Donc, évidemment qu'il faut interroger les parties prenantes pour pouvoir réaliser la CSRD. J'apporte une petite nuance par rapport à ça. On a eu tendance à faire, dans le cadre d'analyse de matérialité simple, qu'on peut réaliser, ou dans le cadre de stratégie RSE qu'on peut réaliser, un dialogue parties prenantes très élargi. On peut faire de l'enquête quantitative, mixée à l'enquête qualitative, etc., où on interroge beaucoup de monde. C'est quelque chose qui est utile notamment pour évaluer l'acceptabilité sociale de certains sujets, la sensibilité de vos parties prenantes sur certains sujets et d'orienter la stratégie. En revanche, quand on parle de la CSRD, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de pouvoir à la fois valider la matérialité des sujets avec certaines parties prenantes, donc pas forcément toutes, et d'avoir un retour relativement qualitatif du sujet. Donc, ce qu'on préconise, c'est quand même d'avoir un dialogue avec les parties prenantes affectées extrêmement qualitatif et qui est amené au moment de l'analyse de double matérialité pour pouvoir valider avec effectivement les parties prenantes les intuitions qu'on peut avoir, les chiffres, les données, et pour pouvoir justifier dans le processus de construction de la CSRD qu'on n'a effectivement pas sorti des chiffres ou des narratifs du chapeau, mais qu'on les a validés avec les parties prenantes. Donc, c'est du qualitatif, on n'est pas obligé d'en faire, alors ça dépend évidemment de la taille des entreprises, mais même pour une PME ou une ETI qui serait soumise, on n'est pas sur 200 personnes interrogées, on peut avoir avec 15, 20 parties prenantes déjà la capacité de répondre à cette problématique. Moi, j'appelle ça quelque part la partie prenante d'expertise, c'est-à-dire qu'on va effectivement aller chercher auprès des parties prenantes une validation, une expertise pour valider effectivement des chiffres et des intuitions qu'on peut avoir, et c'est pas un dialogue partie prenante pour avoir leur perception à proprement parler. Donc ça, c'est un point extrêmement important, et ça réduit aussi, je dirais, la lourdeur de la méthode qu'on peut mettre en place. Du coup, concrètement, comment je peux mener mon projet? Alors, pour mener son projet CSRD, par où on commence déjà, si vous êtes soumis typiquement sur l'exercice 2025 avec une publication pour 2026, donc ça veut dire que vous n'étiez pas soumis au préalable à la DPEF, ça veut dire qu'il faut déjà se mettre en action dès maintenant. Il faut commencer à s'y mettre 6 à 9 mois avant le début de l'exercice concerné. Donc, si vous êtes concerné sur l'exercice 2025, il faut commencer à se mettre en action. Qu'est-ce qu'on commence à faire? On s'interroge sur la mise en place de la gouvernance du projet. Qui pilote? Les gens de la RSE, les gens des finances, les deux? Est-ce que le service risque doit être incorporé? Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Alors, il y a des tendances. Hein. Je pense que plus on incorpore des services dès l'amont, mieux c'est, puisqu'on est quand même sur un projet qui est transformatif pour l'entreprise, puisqu'on va se poser des questions sur comment on collecte la donnée, quels sont nos plans d'action, quels sont nos plans de transition. Mais ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de tout un tas de sujets. Donc, c'est la première chose à faire. Quel est le meilleur attelage pour mener le projet? Ensuite, on sensibilise les différents acteurs. C'est un point très important. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les analyses d'écart. Les analyses d'écart, c'est d'essayer de voir à un moment quel est mon écart, notamment à la donnée disponible, pour répondre à la CSRD. Il y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est l'analyse d'écart de connaissances par rapport au sujet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cet embarquement, cette sensibilisation des acteurs de l'entreprise pour faire en sorte que ça fonctionne. Je dirais que c'est comme tout projet de transformation. Si vous n'avez pas embarqué, à un moment, ça va coincer. Donc, il ne faut pas négliger ça et sensibiliser aussi les acteurs de la chaîne de valeur, évidemment. Donc, c'est un point qui est important.
Construction de la chaîne de valeur, on en a parlé. Il faut effectivement, par rapport à ce que nous disent les ECRS 2 sur les informations générales et divulguées, il faut effectivement connaître sa chaîne de valeur, la construire, la maîtriser pour essayer de dire est-ce que cet enjeu est matériel sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, construire une chaîne de valeur, c'est pas si simple. En tout cas, de l'identifier, de la cartographier. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire dès maintenant. Et j'incite toutes les entreprises, même celles qui ne seraient pas soumises et qui seraient à ce webinaire, à se pencher sur cette question de la chaîne de valeur. Il y a des choses qui peuvent vous aider aujourd'hui pour construire la chaîne de valeur. Et alors, il y a plein de manières de représenter une chaîne de valeur, mais souvent, du point de vue sectoriel, les acteurs au niveau sectoriel, vous avez des réflexions qui sont mises en place. Donc, rapprochez-vous de vos fédérations professionnelles, rapprochez-vous de personnes sur votre marché pour essayer peut-être d'avoir des premiers ersatz de chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose à faire, mise en œuvre de l'analyse de double matérialité. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas réalisé votre analyse de double matérialité. Et le fait de faire cette analyse de double matérialité va vous permettre aussi quelque chose d'important, c'est déjà d'évacuer tout ce qui n'est pas indispensable. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'analyse de double matérialité, on va venir divulguer des informations uniquement sur ce qui est matériel. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps sur mes 1200 points de données, mes 1200 data points, à commencer à les regarder. Est-ce que je suis compliance ou pas? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Si je ne suis pas concerné. Ça, c'est un point qui est quand même très, très, très important. Je vous le dis parce qu'on le voit. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une phase où, en vrai, personne ne sait très bien comment ça va se passer. Hein. Il y a des premiers rapports qu'on voit sortir, inspirés sur les plus grosses entreprises qui ont commencé à essayer de répondre sur leur rapport, sur leur exercice 2023 en mode CSRD. Mais on est vraiment au début des choses. Donc, certaines entreprises prennent les tableaux des 1200 points de données, ils font une analyse d'écart, de leur écart à la donnée sur ces 1200 points de données. Résultat, on perd du temps. Parce que si les points de données sont pas matériels, ça sert à rien. Donc, on met en œuvre cette analyse de double matérialité. Une analyse de double matérialité, vous en avez entre 3 et 6 mois pour la réaliser en fonction de la taille de votre entreprise, des gens impliqués, du périmètre, voilà. C'est un gros boulot. Donc, ça, il faut l'avoir en tête, mais c'est clé parce que tout va dépendre de ça pour la suite. Une fois qu'on a fait cette analyse de double matérialité, on va réaliser cette analyse d'écart. Donc là, on va effectivement aller voir, OK, sur mes points de données, est-ce que j'ai la donnée? Est-ce que je suis capable de répondre? Est-ce que j'ai des politiques mises en place? Est-ce que j'ai des plans d'action? Comment je raconte mon histoire? Et c'est là où on commence à rentrer dans le sujet et finalement, où en réalisant cette analyse d'écart qui va vous prendre aussi, on va dire, entre 2 et 4 mois, que vous allez commencer finalement à vous mettre en action pour répondre à la SCCRD. C'est le premier finalement travail, on commence déjà à être dans le reporting. Quand on a fini cette analyse d'écart, on va adapter sa stratégie, on va formaliser aussi ses feuilles de route, ses actions prioritaires pour pouvoir se projeter sur les différentes trajectoires et ce qui va nous permettre ensuite de réaliser peut-être un audit CSRD à blanc, donc pour commencer à répondre. Donc là, ça nous pousse, hein, si on est toujours dans l'optique d'un reporting 2026 sur l'année 2025, cet audit CSRD à blanc, on commence à le remplir en début d'année 2025 parce qu'on aura fait tout le travail amont en 2024. Et ce qui nous permet en tout cas de structurer les différents éléments. Donc ça demande un peu de ressources, ça demande, vous avez vu en bas de la veille et de la documentation, parce qu'il va falloir à un moment faire de la veille externe mais aussi interne pour voir où sont les données, comment on les rassemble et pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, et c'est encore une fois le discours par rapport au fait de baisser la pression par rapport au sujet, je le redis, tout le monde est dans le même bain, c'est-à-dire on se lance, alors tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens consacrés, etc., mais tout le monde est dans le même bain sur le sujet. Il y a quand même une tolérance par rapport à ce qui va être publié, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, détendons-nous, j'ai envie de dire, par rapport au sujet. C'est un gros boulot, c'est pas forcément, voilà, ça peut être un peu lourd, mais ça peut se mettre en place et on n'est pas obligé de tout publier au premier niveau. Si on a fait une bonne analyse de matérialité, on sait où on va. Et donc, en anticipant, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
Donc, si on peut retenir, c'est si demain, donc j'ai déjà commencé un peu à faire ma démarche RSE, je dois du coup la structurer en manière maintenant CSRD, puisque ce rapport-là est normé et je dois répondre à cette norme-là pour pouvoir soit comparable et harmonisé entre les différentes entreprises. Ce rapport, mon reporting, je devrais le remettre dans le rapport de gestion et je devrais le faire auditer par un commissaire au compte. Donc, rien de difficile alors, Sylvain. Non, rien de difficile. Voilà, si on s'y prend, si on anticipe, si on embarque, et encore une fois, si on pense bien sa gouvernance projet, pour vous donner peut-être un ordre d'idée sur nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur les pratiques marché. Bon, bah, il y a deux options, hein. Soit à un moment, c'est les DAF qui prennent la main sur le sujet, soit à un moment, c'est piloté par la RSE. J'ai tendance à dire, faut une double tête, un double pilotage pour que ça puisse bien fonctionner. Parce qu'encore une fois, vous avez une logique, je dirais, comptable dans le reporting, ce que savent très bien faire aujourd'hui les DAF, parce qu'ils ont l'habitude de le faire s'ils font déjà du reporting financier ou du extra-financier via la DPEF. Mais aussi, il faut avoir cette vision des plans, de ce qu'on peut faire, de ce qui a été mis en place, des actions. Donc, cette double casquette, elle est importante et je ne saurais que trop conseiller de mettre dans cette gouvernance une troisième tête autour des personnes qui font du risque, puisque vous avez quand même, et ça je te laisserai compléter, Alizé, un enjeu important de contrôle interne, un enjeu important effectivement c'est un exercice aussi de gestion des risques. Donc, il faut que les gens du risque soient impliqués. Bah, la double casquette, c'est aussi nous, puisque du coup, toi, par ton expérience déjà d'accompagnement des entreprises sur le chemin de la RSE et moi également, mais c'est vrai que je vais avoir cette casquette d'auditrice, la partie impact financière et aussi contrôle interne. On va pouvoir accompagner les clients sur l'ensemble des volets de la CSRD grâce à nos expériences complémentaires. Ce que je propose, c'est qu'on regarde les premières questions qu'on a eues dans le chat. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, de pouvoir les mettre dans le chat. Alors, il y a une question effectivement sur quel support concrètement nous pouvons voir les data points obligatoires. Alors, c'est un document Excel en fait qui est à disposition. C'est un lien qu'on pourra vous envoyer, qui est fourni effectivement. Alors, je crois que c'est via les FRAG si je dis pas de bêtises, et qui vous permet de voir ces 1200 data points. Un conseil quand même par rapport à ça, vous lancez pas. Si vous voulez déprimer, lancez-vous dans ce tableur Excel tout de suite parce qu'effectivement, il est un peu lourdingue. Moi, je vous conseille quand même de lire, de vous pencher quand même sur les ESRS en français, la traduction française, même s'il y a 284 pages. Lisez déjà le ESRS 2. Je crois qu'on est, il va y avoir une quarantaine de pages, à peine 30 ou 40 pages, avec plein de petits bullet points. Donc, ça se lit, ça permet d'avoir une compréhension assez fine quand même de ce qu'on doit faire. Il y avait une question sur les 2 exercices consécutifs qui n'avaient pas été confirmés par les FRAG. Est-ce que ça a changé? Alors, pour moi, on est sur les deux éléments consécutifs. On est là-dessus. En tout cas, moi, sur les derniers questionnements que j'ai pu avoir sur mes clients, en tout cas, on était là-dessus. Donc, effectivement, ça peut être une bonne question. Encore une fois, là-dessus, par rapport à des choses très techniques, il faut accepter cette incertitude. Même nous, parfois, on se retrouve dans des situations où, entre les transpositions françaises, ce qui a été dit à l'EFRAG, etc., il faut un petit peu creuser pour avancer. Donc, pour moi, c'est acté. Après, sur l'information, si l'EFRAG n'a pas répondu, ce qui n'est pas trop étonnant, à revérifier. Mais à mon sens, on est sur les 2 années consécutives. La société à mission doit être auditée tous les 2 ans par un ETI. La CSRD impose aussi, de ce que j'ai compris de votre présentation, cela fait double emploi à mon sens. Non, pour moi, ce sera l'entreprise à mission et la CSRD peut être auditée par un commissaire aux comptes. Donc, votre commissaire aux comptes pourra répondre à ces 2 audits-là, à voir après est-ce que votre commissaire aux comptes est certifié, est-ce que c'est un ETI ou pas, pour pouvoir réaliser cette mission-là. Sinon, dans quel cas, il faudra effectivement voir auprès d'un autre auditeur. Alors, sachant que la difficulté par rapport à la société à mission, c'est que vous n'allez pas être audité sur la même chose, effectivement, puisque
sur la société à mission, vous avez été audité sur vos objectifs statutaires au moment où vous avez changé les statuts pour votre raison d'être et les objectifs statutaires. Donc, ça vous oblige certainement à faire double emploi, sachant que l'audit, objectivement, sur la société à mission est quand même un peu plus simple. Hein. Nous, on est société à mission, je peux vous en parler. Autant la CSRD, il y a un travail un petit peu plus lourd. Bon, sur la société à mission, voilà, si on répond à ces objectifs statutaires avec le bon tableau qui va bien, normalement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Quel est le risque si on ne produit pas? Quelle est l'amende ou certification des comptes? Aujourd'hui, si vous n'appliquez pas cette nouvelle directive, cette nouvelle obligation de la CSRD, vous allez avoir en tant que dirigeant une sanction déjà civile, le fait de ne pas faire le rapport ou donner des informations qui sont erronées. Donc attention, et après vous avez la sanction pénale également, le fait de ne pas mettre dans le rapport de gestion cette partie-là. Mais c'est comme aujourd'hui, si vous ne produisez pas votre rapport de gestion, vous pouvez avoir une amende de 9 000 € et même de l'emprisonnement si besoin. Vous avez également, attention, la CSRD, il y a également l'AMF qui peuvent sanctionner les sociétés qui sont dans le secteur bancaire notamment. Donc oui, attention, il y aura des sanctions qui vont être appliquées pour le dirigeant civil ou pénal. Mais encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, il y a plein de data points, mais vous n'allez pas pouvoir y répondre toute la première année. Il suffira vraiment de venir documenter votre manière de construire votre CSRD et répondre pourquoi dans peut-être la première, deuxième ou troisième année, vous n'allez pas répondre à l'ensemble des normes. Ce sera juste besoin d'être justifié. Et nous, en tant que commissaire aux comptes, on verra votre justificatif. Mais pour moi, il faut faire. Après, vous allez étoffer votre rapport au fur et à mesure des années. On a une question sur un exemple concret de double matérialité. Alors, je me réfère au secteur des transports et des sujets de mobilité que je connais bien. Typiquement, pour une entreprise du secteur des transports, une matérialité d'impact va être les émissions de gaz à effet de serre. Hein, si on est sur la notion, là, ça va porter sur le SRSE1, sur le changement climatique. Les émissions provoquées effectivement, je ne sais pas, sur un logisticien par exemple, par mes camions, les émissions de gaz à effet de serre. Sur mon activité, donc là, on va être sur le scope 1 ou 2. Scope 1 d'ailleurs. La matérialité financière va être le fait que on ait un changement climatique va impacter le climat. On va avoir plus de canicules, éventuellement plus de tempêtes, plus d'intempéries. Donc moi, en tant que logisticien, par exemple, quel est l'impact sur mes finances de ce changement climatique? S'il y a des tempêtes, je ne peux peut-être pas circuler en Bretagne et donc je vais avoir un impact financier parce que je ne vais pas pouvoir livrer mes clients. Donc en tant qu'entreprise, j'ai un impact du fait que j'émets des gaz à effet de serre, un impact, on va dire, négatif là en l'occurrence, et le fait qu'il y ait un changement climatique va venir avoir un impact financier pour moi. Donc là, j'ai clairement une double matérialité. Mais si on a, encore une fois, que la matérialité d'impact que la matérialité financière, on considère que c'est matériel. Peut-être un point, parce que je suis passé vite là-dessus tout à l'heure, matérialité d'impact, on parle d'impact, matérialité financière, on parle de risque et d'opportunité. C'est pour ça qu'on parle d'IRO, impact, risque et opportunité. Et quand vous allez avoir un enjeu, typiquement l'enjeu du changement climatique, on va vous demander dans l'analyse de matérialité de penser, OK, autour du changement climatique, quels sont mes impacts, quels sont mes risques et mes opportunités. C'est ça qu'on vous demande de faire et de lister. Voilà, je vous ai pris un gros enjeu, le changement climatique, mais quand on va rentrer effectivement dans les ESRS, vous avez plein de sous-items qu'il va falloir effectivement évaluer. C'est ça le travail à faire. C'est un exercice typiquement de gestion des risques, de management des risques, de se dire, OK, par rapport à un sujet, où est mon impact, où sont mes risques et mes opportunités. Donc, c'est des choses qu'on sait faire généralement dans les entreprises. Bon, là, il faut juste reprendre par rapport aux ESRS.
Après, on a quand même pas mal de questions sur lorsque vous avez des filiales à l'étranger. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il est supérieur ou non à 150 millions d'euros? Est-ce que votre filiale ou succursale, elle fait au moins 40 millions d'euros? Et puis après, il y a certaines données que vous pouvez remonter dans le rapport CSRD niveau groupe et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des publications au niveau de la filiale ou de la succursale. Un point par rapport à cette question de filiale, quand on va notamment faire l'analyse de matérialité, il y a souvent la question de la granularité, hein, qui est une question importante, où on va chercher l'information. Une des clés aujourd'hui, c'est quand même de raisonner, je vous l'expliquais tout à l'heure, par hotspot, c'est-à-dire que si globalement on a une filiale dont l'activité sur une partie des enjeux va être, les enjeux vont être très matériels, oui, il faut descendre effectivement jusqu'au niveau de la filiale et on va vous demander de le faire. Donc en fait, c'est peut-être là, je dirais, l'exercice le plus compliqué, c'est d'aller dans cette granularité filiale par filiale pour pouvoir à un moment remonter des informations par rapport à la matérialité de ces enjeux. On a encore quelques minutes. Il nous reste 3 minutes. On va voir les dernières questions. Oui, et on pourra mettre effectivement le lien de l'ESRS2. Il y a une question en français dans l'envoi de la présentation. Alors d'ailleurs, on vous mettra le lien sur tous les ESRS car la publication avec la transposition, on a tous les ESRS d'un coup. Donc voilà, ce n'est pas toujours évident, mais on pourra d'ailleurs, on vous fera une extraction, hein, c'est pas très compliqué de l'ESRS2 pour vous faciliter un petit peu la tâche. Après, il y avait une question sur qui lit les données de votre rapport de durabilité. Bah là, ça peut être toutes vos parties prenantes qui peuvent en avoir besoin, que ce soit elles pour faire leur propre rapport de CSRD, pour pouvoir comparer une entreprise à une autre, en sachant que l'extra-financier, moi je le vois maintenant dans les audits d'acquisition ou de cession, la partie extra-financière est également regardée et on m'a déjà fait appel à nous pour faire cette partie extra-financière dans le cadre d'une cession d'entreprise d'un audit. Il y avait une question, alors je pense de quelqu'un, d'un bailleur social. Est-ce que les ESH sont soumis? Oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas soumis, puisque, comme l'évoquait tout à l'heure Alizé, on n'a plus la notion de forme juridique. Voilà, de forme juridique. Merci. Tout le monde aujourd'hui est concerné. On ne regarde pas la forme juridique, on regarde vraiment le total bilan, le total de chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Et effectivement, attention, certains secteurs d'activité, vous n'avez pas beaucoup forcément de salariés, mais votre total bilan et votre total chiffre d'affaires est assez conséquent et vous avez vous y pensez pas forcément que vous allez être soumis à la CSRD. Donc vraiment attention à ces trois critères. Il faut remplir 2 des 3 critères. Mais effectivement, la forme juridique, on ne la regarde plus. Ça, c'était la DPEF. Écoutez, il est midi. Si nous n'avons pas répondu à l'ensemble des questions ou on est passé à côté, parce qu'on a essayé de les faire au fur et à mesure, je vous propose, vous avez du coup nos coordonnées à moi et Sylvain sur le slide. N'hésitez pas à nous contacter et on aura le plaisir de vous répondre. Et puis à très vite, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.